Bonsoir. Bonsoir. Les sondages en national parlent d'une remontée de votre mouvement, mais en région centre, vous êtes divisé avec le départ notamment de Jean Verdon, qui était ancien chef du Front National en Indre-et-Loire. C'est donc une figure qui a choisi de partir sur les listes du Parti de la France. Est-ce que cela ne va pas contrecarrer vos projets? Écoutez, le but de ces gens-là, effectivement, c'est d'empêcher le Front National d'accéder au deuxième tour, puisque vous savez, il y a 2 tours à ces élections. Il y a une dose de proportionnelle au second tour. Néanmoins, je pense qu'il n'y a aucun problème pour nous. Nous passerons la barre des 10% malgré tout. Mais leur but... Vous y croyez ça, oui, triangulaire au deuxième tour, vous y croyez? Absolument, très confiant. Ça ne me pose pas de problème. C'est vrai que leur but, c'est de nous empêcher d'accéder au second tour. Alors, comme programme, c'est quand même un peu limité. Et je trouve dommage que ces gens-là... bon, tant pis pour eux, la roue tourne. Ils ont fait un mauvais choix, je pense. Ils se marginalisent et ils font tout sauf rassembler. Je crois que leur leader disait qu'il était là pour rassembler. En fait, c'est tout le contraire. Ils divisent puisqu'ils sont partis du Front National. Et aujourd'hui, j'en veux pour preuve que nos listes sont sur le point d'être bouclées. Hein. Oui, mais il y a un petit problème en Indre d'ailleurs. Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand même, le Paul Pelletier que vous aviez appelé pour prendre la tête de liste vient d'envoyer un communiqué de presse en dénonçant vos méthodes malhonnêtes puisque vous voudriez le remplacer par quelqu'un d'autre. Oui, non, c'est pas absolument pas malhonnête. C'était pour des problèmes d'abord d'ordre privé. Alors là, je rentrerai pas dans ce débat-là. D'ordre privé tout simplement. Et puis, il était clair que quand on est tête de liste ou disons en position éligible, nous sommes tenus de faire un emprunt et de trouver des fonds pour cette campagne, car on ne prête pas d'argent, c'est clair, hein, le Front National n'a pas ces moyens-là. Donc ce sont les militants, en fait, tête de liste et ceux qui sont éligibles, qui sont donc, qui on a demandé de faire des efforts là-dessus sur le plan financier. Et apparemment, il y a eu beaucoup de retard au niveau de sa liste également. Mais enfin, bon, voilà, c'est essentiellement des raisons privées. Alors après, qu'il a envoyé un communiqué, peu importe. Il va rester sur les listes, mais vous lui donnez la deuxième position? Disons, je vais proposer, parce qu'il y a la parité, donc homme-femme. Donc je vais proposer la 3e place. Et il m'a dit, écoute, non, je continuerai de militer, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Et là, en l'occurrence, ça sera Mathieu Colombier, qui a donc l'investiture, puisque j'en ai fait part au président aussitôt. Et la commission d'investiture a donné à l'unanimité donc ce nom de Mathieu Colombier, qui sera donc candidat dans l'Indre. Qui est donc, je le précise au passage, qui est secrétaire régional du Front National de la Jeunesse. D'accord. Alors, avant d'en venir à votre programme, vous êtes conseiller régional, donc sortant, oui, vous siégiez à la région, vous êtes agriculteur à la base. Absolument. Hervé Novillet a également, en numéro 2 sur sa liste en Indre-et-Loire, une agricultrice. C'est important d'aller chercher les agriculteurs? Je pense que... Oui, je pense que c'est important, puisque nous avons une région quand même assez agricole. Nous avons des agriculteurs céréaliers, des éleveurs de lait, mais surtout des viticulteurs dans votre région même de Touraine. Donc je pense que c'était bien d'avoir des représentants de ce monde rural. C'est vrai qu'il faut laisser une place importante à cette profession, en plus, qui est la base, selon moi, de l'économie nationale. Enfin, en tout cas, c'est un des principaux piliers de notre économie, donc ça me paraissait indispensable. Le programme, notamment les transports, c'est une grosse compétence de la région. Vous avez la volonté de créer un chèque permis de conduire, donc ça c'est pour la voiture. Sur les TER, vous voulez des trains qui arrivent à l'heure, un service minimum, mais concrètement, en région centre, quels sont les projets qui devraient voir le jour selon vous? Alors déjà, on a un souci, nous, en Eure-et-Loire, parce que je suis d'Eure-et-Loire, hein, c'est l'accès à la capitale de la région centre, qui est Orléans, et il n'y a pas vraiment de liaison, aussi bien routier qu'autoroutier, et donc le projet est lancé pour le TER. Le projet est lancé pour Chartres-Veuve, notamment, une première tranche, et là, on peut dire que l'État se défausse, puisqu'en fait, il a délaissé ses compétences à la région, mais sans les moyens. Donc ça devient un problème. À titre d'exemple, sur le tronçon Chartres-Veuve, l'État participera à hauteur de 5 millions d'euros. Quant à la région, elle participera à hauteur de 70 millions d'euros. Alors vous voyez le grand écart. Il y a d'autres projets, peut-être augmenter encore la fréquence des TER, par exemple? Alors oui, pourquoi pas, on peut s'occuper de ça également, mais ça me paraît, c'est quelque chose de coûteux, difficile à amortir. Et par contre, il y a le fameux projet de la nationale 154 en Eure-et-Loire, qui part de Rouen pour aller jusqu'à Orléans. Et de ce qui nous intéresse, c'est la partie justement aurélienne, hein, Dreux, Chartres et puis Orléans. Et là, il y a longtemps que ça a dû être fait. Le Front National a demandé depuis des décennies est-ce que ces travaux soient faits, mais ça a pris énormément de temps. Et voilà. Alors nous souhaitons, je fais une petite parenthèse là-dessus, une précision, c'est que nous sommes, très clairs là-dessus, hostiles au péage.
parce que les automobilistes en région centre payent un lourd tribut, disons qu'ils participent, ils sont les principaux contributeurs du budget de la région centre, ça il faut le savoir, puisqu'en payant la carte grise et la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, eh bien on arrive à un chiffre de 210 millions d'euros annuels, donc pour la région centre. Il faut arrêter. Oui, la région, c'est deux fois. Ouais, c'est aussi la formation professionnelle. 1500 jeunes sortiraient du système scolaire par an, sans qualification. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Oui, alors à mon avis, la formation, je sais plus, j'ai oublié le terme, la formation, vous savez, où on peut allier à la fois les études et le travail. J'ai perdu l'expression. C'est l'alternance. Voilà, la formation en alternance. Ça, je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Et puis aussi le VAE, c'est-à-dire les valeurs d'activité professionnelle à qui on doit redonner un coup de booster. En fait, en proposant à ces gens-là qui ont un emploi en fait, ne pas attendre qu'ils soient au chômage, mais de leur proposer un stage en même temps que leur profession, ce qui leur permettrait de redonner une valeur ajoutée à leur expérience et de manière à trouver d'autres postes. Et on est encore en crise économique pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit redistribuer les subventions selon vous ? Oui, parce qu'il y a eu à mon avis, il y a un gaspillage dans cette région. Il y a beaucoup d'impôts, on paye beaucoup trop d'impôts dans cette région. Et je parlais du gaspillage en l'occurrence par rapport à la politique de la ville, où justement la région attribue beaucoup de subventions, plusieurs dizaines de millions d'euros, à des associations, notamment pour certains immigrationnistes. Il y a aussi cette fameuse coopération décentralisée, où justement... effectivement, vous voulez arrêter si vous voulez, on finance des projets très loin de chez nous, notamment en Chine, par exemple, au Mali, au Laos, etc. Donc on pense que vraiment, il y a mieux à faire avec cet argent. Ça doit rester dans la région, rester au contribuable de la région centre. Quand on sait en plus qu'il y a des millions en France, près de 3 millions de chômeurs, et j'en finis, plusieurs millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, je pense que c'est indécent de dépenser des sommes pareilles. Juste pour finir, vous refusez également les subventions, enfin c'est dans votre programme, à toute association communautariste, ethnique et politique. Alors comment est-ce qu'on fait la différence entre une association communautariste ou ethnique et une association culturelle musulmane, par exemple ? Est-ce que ça veut dire que les associations culturelles musulmanes, il ne faut pas les subventionner ? Non, pas spécialement elles, que ce soit catholique ou juif, peu importe. On ne peut pas mélanger. J'estime qu'on n'a pas à avoir un droit de regard sur leur religion. Il y a la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. Je pense que c'est pas du rôle, c'est pas des compétences de la région. Donc je pense que c'est hors compétence. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie.